Très bien, donc on va entamer notre troisième cours de mathématiques financières. Alors, comme je vous ai dit la semaine dernière, on va adopter la même structure qui nous permet d'avoir la grande image des mathématiques financières et ensuite on va dériver le cours de cette grande image. Alors, aujourd'hui, on va voir les intérêts et un type d'actif particulier qui génère des intérêts, à savoir les actifs de dette ou les actifs de taux. Donc, on va toujours revenir à cette grande image des mathématiques financières qu'on va avoir systématiquement tout au long de ce séminaire pour à chaque fois revenir aux éléments basiques de la discipline et pour ne pas perdre de vue cette grande image et pour savoir à chaque fois nous repérer par rapport au concept de base des mathématiques financières. Alors, on rappelle brièvement que les mathématiques financières sont une branche de la finance et des mathématiques qui s'intéresse à l'étude de la valeur temps de l'argent, ou ce qu'on appelle en anglais time value of money. Alors, il est important de savoir que l'objectif fondamental des mathématiques financières, c'est de permettre de valoriser des actifs financiers, quelle qu'en soit la nature. Or, nous avons un problème, c'est que les actifs financiers ou les actifs tout court produisent des flux rarement au même moment. Donc, vous avez toujours un décalage dans les flux qui sont réalisés par les actifs financiers. Et du coup, et à partir du moment où on parle de flux qui n'ont pas la même valeur parce qu'il y a le temps qui intervient, le problème qui s'est posé aux mathématiciens financiers, c'est de se dire sur quelle base on va comparer des flux dont la date de réalisation n'est pas la même. Et donc, à partir de là, on a identifié deux mécanismes fondamentaux, à savoir le mécanisme de la capitalisation et le mécanisme de l'actualisation, pour nous permettre justement de comparer des flux qui ont des durées différentes et des temps d'occurrence différents. Et donc, la prise en compte de la valeur temps de l'argent est la marque de fabrique du financier. On ne le dira jamais assez, contrairement au comptable qui, lui, pour lequel les valeurs sont nominales, le financier intègre toujours la valeur temps de l'argent. Alors, comme on a dit, en mathématiques financières, on met en relation les actifs et les flux générés par ceux-ci. Et aujourd'hui, nous sommes en présence d'un actif particulier et d'un flux particulier généré par cet actif, à savoir les dettes, et un flux particulier généré par ces actifs, à savoir les intérêts. Alors, les actifs générateurs d'intérêts sont ce qu'on appelle les actifs de dette. Ils ont un autre terme, on les appelle aussi les actifs de taux. Donc, vous allez entendre indifféremment, soit on parle d'actifs de dette, soit on parle d'actifs de taux. Mais ça renvoie à la même réalité. Alors, ce sont des actifs qui représentent une créance sur l'émetteur. L'émetteur étant l'emprunteur. Alors, qu'est-ce qu'une créance? Alors, une créance donne droit à une partie des revenus de l'actif. En l'occurrence, l'actif ici, c'est la dette. Et les revenus sont les intérêts et non à l'actif lui-même, contrairement aux actions. Alors, si l'actionnaire gère l'actif et il en est propriétaire, le créancier est étranger à l'actif. Et donc, lui, qu'est-ce qu'il sait? Il sait qu'il doit recevoir un flux à une date donnée. Ce flux représente le principal, son capital principal, et une rémunération de ce capital qui est l'intérêt. Alors, les flux générés par les titres de créance sont de deux ordres. Alors, on a les revenus, c'est-à-dire les intérêts eux-mêmes, qui peuvent être fixes ou variables. Ils sont sous forme de coupons pour les obligations et d'intérêts pour les emprunts indivis. Et la particularité des intérêts par rapport aux actions, c'est que les intérêts sont des revenus qui sont protégés par un contrat, contrairement aux revenus des actions. C'est-à-dire qu'il y a un contrat entre vous et le prêteur, selon lequel, à des dates convenues d'avance, vous devez verser une fraction du capital et la rémunération de
de celui-ci. Alors, il y a un élément qu'on oublie assez souvent, c'est que les revenus des dettes peuvent dériver de plus-value, dans le cas particulier des obligations. Alors, c'est toujours lié au taux d'intérêt, mais dans ce cas, on réalise le revenu non pas non pas un revenu d'actif, mais un revenu lié à la cession de cet actif. Et donc, on peut réaliser soit une plus-value sur cet actif quand le taux réel est inférieur au taux nominal, ou des moins-values quand le taux réel est supérieur au taux nominal. Alors, les obligations fonctionnent d'une manière inversée. La valeur de l'obligation est inversée par rapport au taux d'intérêt. Quand les taux baissent, la valeur de l'obligation augmente, et quand les taux augmentent, la valeur de l'obligation baisse. Alors, là aussi, les produits de cession sur obligation ne sont protégés par aucun contrat. Et donc, ils dépendent des fluctuations des taux d'intérêt sur le marché. Donc voilà, ça, l'actif qui génère les intérêts, c'est les actifs de dette, les actifs de taux ou les titres de créance. Alors maintenant, on va arriver à une définition plus formelle. Qu'est-ce que l'intérêt? Alors l'intérêt est le prix payé par l'emprunteur au prêteur pour disposer d'une somme d'argent pendant une période donnée. Alors, j'ai mis le prix en gras dans une autre couleur et je l'ai souligné pour une raison très simple. C'est que le taux d'intérêt, c'est d'abord un prix. Et qui dit prix, dit marché, dit offre et demande. Sauf que c'est le prix d'une denrée particulière, à savoir l'argent, le capital ou les actifs. Donc, ce qui est important à retenir, c'est que nous sommes en présence d'un actif qui dégage un revenu. L'actif, c'est la dette. Le revenu, c'est l'intérêt. Mais ce revenu, c'est d'abord un prix. Au même titre que le prix de vente du marchandise, au même titre que le taux de change, au même titre que le salaire, qui est le prix de vente de la force de travail. Donc tout ça, ce sont des prix. Et quand on parle de prix, il y a toujours une offre et une demande, il y a toujours un marché, et donc il y a un équilibre. Alors, l'intérêt rémunère la mise à disposition momentanée de capitaux par le prêteur à l'emprunteur. Donc, c'est le loyer de l'argent pendant une certaine période. Alors, nous avons ici une croyance populaire assez répandue. Il y a beaucoup de gens, ils prennent le capital que la banque leur a prêté sur une période de 10-15 ans et ils font la somme des intérêts qu'ils rapportent au capital initial. Et ils disent, mais le montant des intérêts est énorme par rapport au capital qu'on nous a prêté. Alors, l'erreur logique que ces gens-là font, c'est que le capital n'est pas prêté sur toute la période. Il est prêté annuellement. Donc, la banque ne vous donne pas, par exemple, vous prenez un crédit à 500 000 dirhams, à un taux de 7%, sur 20 ans. La banque ne vous donne pas 500 000 dirhams sur 20 ans. Non, elle vous donne 500 000 dirhams chaque année. Et donc, à la fin de l'année, le capital restant dû, elle vous le reprête l'année suivante. Et ainsi de suite. Donc, l'erreur logique que nous faisons à ce niveau-là, c'est qu'on pense que les 500 000 dirhams, c'est sur toute la période. Non, les 500 000 dirhams, c'est pour une année. Et donc, il faut calculer le taux d'intérêt annuellement. Alors, le taux d'intérêt est souvent exprimé en pourcentage. On parle dès lors de taux d'intérêt. Et c'est une notion économique très importante qu'il faut retenir d'emblée et qui nous ramène à la grande image des mathématiques financières, c'est que par le mécanisme de l'escompte, le taux d'intérêt égalise des flux à des dates différentes. Et donc, alors l'escompte ou la capitalisation. Donc, rappelons-nous que les mathématiques financières ont pour objectif de comparer des flux qui interviennent à des dates différentes. Parmi les mécanismes de cette comparaison, vous avez le taux d'intérêt qui permet par le biais
du mécanisme d'escompte ou de la capitalisation, c'est la même chose, de comparer des flux qui ont des dates d'occurrence différentes. Alors, quels sont les déterminants du taux d'intérêt? Alors, comme on a dit, puisqu'il s'agit d'un prix, donc il y a toujours la notion d'offre et de demande. Donc, pour comprendre la notion de taux d'intérêt, et c'est quelque chose qui est extrêmement importante, c'est que nous sommes en présence d'un prix. Alors, vous allez me voir le répéter assez souvent, mais c'est une notion qui est fondamentale parce qu'elle va nous aider beaucoup dans le raisonnement économique subséquent. Donc, nous sommes en présence d'un prix. Qui dit prix dit marché, et sur un marché, il y a l'offre et la demande qui déterminent le prix d'équilibre. Le prix d'équilibre sur le marché de la monnaie, c'est le taux d'intérêt. Alors, si, comme pour toute marchandise ou bien, si l'offre est abondante, les prix auront tendance à baisser, donc le taux d'intérêt aura tendance à baisser. Si en revanche, les capitaux ou la monnaie est rare, l'intérêt tendra à s'élever. Alors, de quoi dépend cette quantité de monnaie en circulation dans une économie? Elle dépend de la politique monétaire de la Banque centrale qui fixe un taux directeur à partir duquel tous les autres taux s'alignent. Et cette politique économique dépend d'autres contraintes de croissance, d'inflation et de niveau de production. Donc, ce sont ces enjeux macroéconomiques qui vont influer l'offre et la demande de monnaie dans une économie et par voie de conséquence, le taux d'intérêt qu'on va fixer sur ce marché. Alors, l'intérêt dépend également du montant du prêt et de sa durée. Et il y a une notion importante qui va revenir assez souvent avec nous, qu'on aura l'occasion de détailler dans ce cours et plus tard, c'est la notion de prime de risque. Alors, rappelons-nous, quand on était en train de voir les actifs et leurs flux, donc on va revenir au tout début. Donc, alors, on avait dit, pour valoriser les actifs financiers, il faut en additionner les flux de trésorerie. Or, ces flux se produisent rarement au même moment et n'ont généralement pas les mêmes chances de réalisation. Alors, ce terme, les mêmes chances de réalisation, on le mesure par la prime de risque. En d'autres termes, quand je prête à un client, plus je suis sûr que les flux seront encaissés aux dates convenues, moins mon taux sera élevé. Et moins je suis sûr que les flux seront encaissés aux dates convenues, plus je vais augmenter mon taux d'intérêt. Et ce mécanisme, c'est ce qu'on appelle la prime de risque. Et donc, il me permet de tenir compte non seulement de la situation globale, le taux directeur qui est le reflet de l'offre et de la demande sur le marché des capitaux et de la politique monétaire, de la durée et du montant du prêt, mais cette fois-ci, je vais prendre en considération les caractéristiques intrinsèques de l'emprunteur. Si les deux premiers déterminants peuvent concerner, la première concerne toute l'économie, la deuxième concerne des catégories de clients, la troisième elle va concerner chaque client individuellement en fonction de son profil de risque et qui est reflété par la probabilité de réalisation de ces flux à des dates convenues. Donc, les trois déterminants du taux d'intérêt, vous avez un déterminant qui est macro, qui concerne toute l'économie, un déterminant qui va concerner des catégories de clients, et un troisième déterminant qui va concerner cette fois-ci le client lui-même ou l'emprunteur lui-même. Excusez-moi. Alors, ici, comme on a dit, donc, nous sommes sur un marché, et donc, qui dit marché dit offre et demande, et vous avez les déterminants de l'offre et les déterminants de la demande. Et le prix d'équilibre, c'est la rencontre de cette offre et de cette demande. Alors, quels sont les déterminants de l'intérêt pour le prêteur ou de l'offre, du côté de l'offre? Alors, d'abord, vous avez la structure de financement du prêteur. Alors, vous savez que généralement, dans tous les pays à économie de marché, on a donné
presque le monopole du prêt avec des intérêts aux établissements de crédit. Alors, derrière le vocable établissement de crédit, nous avons les banques et les sociétés de financement. Et donc, l'offre de crédit dans une économie est limitée aux banques et aux sociétés de financement. Naturellement, quand on arrive aux emprunts obligataires, c'est une partie qui est à part et on va la traiter en temps utile. Maintenant, sur la partie financement et crédit bancaire, vous avez le monopole qui est donné aux banques et aux sociétés de financement. Alors, premier déterminant de l'offre de crédit et du taux auquel l'établissement de crédit va vous prêter l'argent, c'est le coût et la structure du financement de l'établissement lui-même. Alors, au Maroc, nous avons le gros du financement provient des dépôts à vue de la clientèle, ce qui correspond à une ressource gratuite. C'est pour ça que le coût des ressources des banques marocaines est très faible. Vous avez les emprunts entre les banques, ce qu'on appelle le marché interbancaire. À chaque jour, vous avez des banques qui ont des excédents de trésorerie et des banques qui ont des besoins de trésorerie. Et donc, il y a des mouvements de prêt-emprunt entre les banques, et ce sont des mouvements de prêt-emprunt qui sont avec un taux d'intérêt. Nous avons les avances du trésor aux entreprises, aux banques, quand le marché financier, quand le marché interbancaire ne permet pas de répondre aux besoins de liquidité des banques. Et vous avez enfin les emprunts obligataires à long terme qui sont émis, les emprunts obligataires à long terme qui sont émis par l'établissement du crédit eux-mêmes. Alors, juste quelques éléments de terminologie pour comprendre un petit peu de quoi on parle. Alors, le taux auquel le Trésor prête aux banques, c'est le taux directeur. Et quand vous entendez ce taux directeur, c'est le taux auquel la Banque centrale prête aux banques, et c'est le premier niveau qui va déterminer la structure des taux d'intérêt, et c'est l'un des principaux instruments de la politique monétaire. Alors, vous avez le taux des emprunts à court terme, c'est sur quelques jours, que se font les banques entre elles, ce qu'on appelle le taux interbancaire. Vous avez le taux du marché monétaire, donc sur les dettes à très court terme, donc ça va de quelques mois à moins d'un an, c'est ce qu'on appelle le taux à court terme. Et vous avez le taux sur le marché des capitaux pour les dettes à plus long terme, plus d'un an, et là on appelle ça le taux d'intérêt à long terme. Alors, dans une économie fonctionnant normalement, le taux interbancaire est inférieur au taux à court terme, qui est lui-même inférieur au taux à long terme. Et rappelons-nous, pourquoi? Parce qu'on avait dit que plus le temps s'éloigne, plus la probabilité de réalisation devient faible, plus la rémunération qu'on demande sera élevée. Il est tout à fait naturel que sur les marchés de capitaux, on va demander un taux d'intérêt supérieur au taux à court terme et un taux supérieur au taux interbancaire. Alors, toujours sur la structure de financement, donc, il y a une différence entre le taux auquel les banques et les établissements financiers prêtent à leurs clients et le taux auquel elles empruntent de l'argent, ou elles disposent de la ressource. Alors, cette différence est appelée marge d'intermédiation. Donc, le coût des ressources pour une banque, à combien lui revient l'argent, combien lui coûte l'argent. Donc, la formule est, on prend les intérêts et charges assimilées qu'on ramène aux encours moyens de ressources clientèle et de trésorerie. Donc, les intérêts et charges assimilées, c'est un compte dans le CPC des banques, et les encours moyens des ressources clientèle et trésorerie, c'est un compte au passif de la banque. Et les intérêts et charges assimilées, c'est un compte de charges chez la banque. Le rendement moyen des emplois, c'est les intérêts et produits assimilés
n'est-ce pas? Et donc, euh, ça, c'est un compte de produits. On le trouve toujours dans le CPC, mais du côté des produits. Et vous avez les encours moyens des emplois, clients et les trésoreries. Et ça, on le trouve à l'actif des bilans des banques. Alors, nous avons aussi la notion de taux d'intérêt réel et taux d'intérêt nominal. La différence, c'est l'inflation. Donc, le taux d'intérêt est souvent exprimé en nominal. Mais quand on prend en compte l'inflation, il devient un taux d'intérêt réel. Alors, nous avons une formule de calcul de mise en équivalence de ces deux taux qui est fournie par l'économiste américain Irving Fisher. Alors, 1 plus le taux nominal est égal à 1 plus le taux d'inflation multiplié par 1 plus le taux réel. Alors, par approximativement et pour simplifier les calculs, le taux nominal est peu ou prou égal au taux d'inflation plus le taux réel. Pardon, excusez-moi. Alors, on a vu le premier déterminant pour le prêteur, c'est ça, la structure de son financement. Le deuxième déterminant, c'est la prime de risque. Alors, la prime de risque, c'est quoi? C'est le risque de non-paiement total ou partiel par l'emprunteur de ses engagements, principal et intérêt vis-à-vis du prêteur à l'échéance convenue. Donc, ce risque dépend de la durée du prêt. Plus la durée est longue, plus les taux seront élevés. De la nature du prêt, consommation immobilière ou équipement, et de la solvabilité de l'emprunteur, fonction de sa surface financière, souvent mesurée par ses fonds propres, sa réputation et les garanties qu'il offre au prêteur. Alors, les prêteurs, les établissements de crédit, développent des modèles et des outils pour évaluer la solvabilité de l'emprunteur. Alors, ce sont des modèles qu'on appelle des modèles de scoring, qui vont évaluer la solvabilité des prospects et des clients, essentiellement pour les particuliers, et ajuster les taux en conséquence. Alors, les mêmes techniques sont utilisées pour évaluer la solvabilité des États et des grandes entreprises, et dans ce cas, on parle de rating. Alors, le scoring est exprimé en chiffres et le rating est exprimé en lettres. Et dans le cadre de ce cours, on va voir le scoring et on va voir le rating et comment on calcule un score et comment on calcule une note, un rate en anglais. Donc là, on a vu du côté de l'offre. Maintenant, du côté de la demande, les déterminants du taux d'intérêt pour l'emprunteur. Alors, il faut savoir que du point de vue du prêteur, l'intérêt est un produit qu'il cherchera à maximiser. Du côté de l'emprunteur, l'intérêt est une charge qu'il cherchera par tous les moyens à minimiser. Alors, l'intérêt est une charge qui est en général déductible fiscalement. C'est la raison pour laquelle on finance, on raisonne toujours en taux d'intérêt après impôt. Alors, le taux moyen auquel l'entreprise s'endette est obtenu par la formule suivante. Donc, on prend une charge d'intérêt qui sont dans le compte de résultat en charge financière, qu'on multiplie par 1 moins le taux d'IS marginal si l'entreprise n'a pas beaucoup d'intégration et de déduction au niveau fiscal, ou bien le taux d'intérêt moyen, le taux d'IS moyen si elle a beaucoup d'intégration et de réintégration et de déduction fiscalement. Et on rapporte ça aux dettes de financement plus la trésorerie passive. Donc aux dettes à long terme plus les dettes à court terme. Alors juste une précision importante ici, on prend toujours les dettes de financement et la trésorerie début de période ou moyenne. Il ne faut jamais prendre les dettes de financement et trésorerie passive fin de période. Par exemple, si on est en train de calculer le taux d'intérêt moyen de 2020, on va prendre les charges d'intérêt de 2020 fois 1 mois taux d'IS moyen
de 2020 sur les dettes de financement trésorerie passif, soit 2019, soit la moyenne entre 2019 et 2020. Mais il ne faut en aucun cas prendre dette de financement plus trésorerie passif 2020. Parce que là, 2020, c'est une résultante. Or, ce qui nous a permis de générer cet intérêt, ce sont les capitaux de l'exercice précédent, ou du moins les capitaux moyens, mais pas les capitaux fin de période. Alors, à quoi servent les intérêts en finance? Donc, en finance, on trouve les intérêts presque partout. C'est la raison pour laquelle il faut bien en comprendre l'usage et en comprendre la logique. Avant de passer au calcul qu'on aura à partir de la semaine prochaine, il est très important pour tout financier de bien maîtriser conceptuellement la notion d'intérêt. Alors, parce qu'il va la rencontrer partout en finance. Alors d'abord, quand il voudra calculer le coût moyen pondéré des capitaux, qu'il s'agisse d'évaluation, je pense que dans le cadre de Qara Fdal, vous avez un module évaluation, qu'il s'agisse de décision d'investissement, donc oui, je pense qu'il y a un module de décision d'investissement, qu'il s'agisse d'analyse financière, donc la notion de coût moyen pondéré des capitaux est une notion centrale qui va revenir régulièrement en finance d'entreprise et qui s'appuie sur la notion de taux d'intérêt. Alors, pour ce qui est de la gestion de portefeuille, donc, tout ce qui est placement en produits de taux, on aura besoin de maîtriser la notion de taux d'intérêt, non pas uniquement en calcul, mais en calcul et en concept. Alors qu'il s'agisse d'emprunts bancaires, qu'il s'agisse d'escompte commercial ou d'emprunts obligataires. Pardon, excusez-moi, au niveau des placements en instruments de taux, ça peut être des déplacements dans des obligations, dans des dépôts à terme, dans des SICAV ou FCP monétaires, mais il faut comprendre la notion d'intérêt pour pouvoir faire des placements sur des produits de taux. Alors, c'est important de maîtriser la notion de taux d'intérêt pour tout ce qui est financement par endettement. Et Dieu sait qu'en entreprise, nous avons deux grandes catégories de financement. Nous avons le financement par capital, par capitaux propres et le financement par dette. Et dans le financement par dette, vous avez les emprunts bancaires, les dettes financières, les individus. Vous avez les opérations d'escompte, vous avez les emprunts obligataires, vous avez les facilités de caisse, vous avez les découverts, et tous ces produits reposent sur la notion de taux d'intérêt. Et vous avez également les placements en assurance vie, retraite et vie capitalisation qui s'appuient également sur la notion de taux d'intérêt. Donc voilà sur les taux d'intérêt. C'est important de se doter d'un bagage conceptuel solide sur le taux d'intérêt avant de passer au calcul la semaine prochaine où on va voir les applications, les calculs aussi bien en termes d'intérêt simple qu'en termes d'intérêt composé. Voilà, j'espère que ça vous a été utile et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure. Merci.